ensuite la parole à Madame Anne-Sophie Spiet de la communauté post-Covid, qui m'a dit que c'est sa première intervention en public. Alors, je lui souhaite courage et il n'y aura pas de problème, bien entendu, puisque ça ne pose pas... Enfin voilà, on n'est pas dans un débat contradictoire. Ici, on est là pour écouter. Allez-y, Madame Spiet. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier vraiment Catherine Funk et Sophie Rohani qui ont déposé ces propositions de résolution parce que ça a au moins permis de lancer le débat sur le sujet, un sujet dont on ne parle pas depuis maintenant bientôt 1 an. Donc franchement, ça devient long, les patients souffrent et on avait vraiment besoin de voir qu'au niveau du Parlement, du gouvernement ou en tout cas au niveau des autorités, on commence à s'intéresser au sujet. Donc je vous remercie moi et en même temps c'est tous les patients derrière qui vous remercient. Ça a vraiment donné une grosse bouffée d'oxygène sur les groupes de partage sur le sujet. Et puis je remercie aussi tous les députés qui ont accepté de parler avec moi et avec d'autres avant pour pouvoir un petit peu discuter du sujet. Et puis tout le monde de nous avoir invités à venir nous exprimer aujourd'hui. Donc je vais peut-être répéter certaines choses que Anne a dit, mais il y a des choses, on a essayé de scinder pour ne pas parler de la même chose toutes les deux. Après, il y a des choses forcément qui nous semblent importantes et que je vais rappeler, mais peut-être plus brièvement vu qu'elle en a parlé. D'abord, je vais peut-être me présenter. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Spiet, j'ai 38 ans et j'ai contracté le Covid-19, ou la Covid-19, c'est comme on veut, le 28 mars. Donc, en fait, c'était sur mon lieu de travail. Je suis chef éducatrice dans une institution pour personnes déficientes intellectuelles. On fait l'hébergement et la journée, donc on les a 24 heures sur 24. Et vers le 20 mars, on a un résident qui a été déclaré positif. Donc on s'est confiné à 4 pour 1 semaine, moi et 3 éducateurs. Et puis on a fait ça pour les semaines suivantes avec d'autres personnes. Et malheureusement, quand je suis sortie, j'avais le Covid. Alors, ce qui a été difficile à ce moment-là, c'est que des résidents sont... Désolée. Je ne pensais pas du tout être émue, mais voilà, c'est quand même un sujet difficile. Donc, je reprends. Le 28, j'ai dû aller aux urgences. J'ai été diagnostiquée Covid long, mais uniquement sur base des symptômes, puisque à ce moment-là, c'est le gouvernement qui avait décidé de ne pas tester si on n'était pas hospitalisé. Donc, j'avais déjà les symptômes de la fièvre, de la grippe avec la fièvre, etc. J'avais aussi les difficultés respiratoires très fortes. Mais ma SAT était bonne, donc ils ont dit que c'était les symptômes typiques du Covid. En plus, je venais de passer 1 semaine entière, 24 heures sur 24, avec des résidents atteints, parce qu'on en a eu un au départ et puis plusieurs par la suite. Et donc, voilà, 2 jours plus tard, j'ai dû retourner aux urgences en catastrophe à la demande de mon médecin. Et alors là, ils m'ont gardé 1 journée pour faire des tests, et effectivement, mes poumons étaient touchés. Donc, ça expliquait évidemment l'état dans lequel j'étais. Alors là, je parle de moi, mais si je suis ici, c'est pour parler de toutes les personnes qui souffrent du Covid. Et en même temps, comme ça, je serai moins émue si je ne parle pas que de moi. Mais en gros, le symptôme qu'on retrouve chez toutes les personnes du Covid, c'est la fatigue. Donc il y a vraiment une fatigue qui s'installe et qui devient une fatigue chronique. Après, pour le reste, les symptômes sont très variables. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Donc... je vais les citer comme ça en gros, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Moi, par exemple, j'ai chute de tension. Tous les matins, je suis à 8 ou 9. La faiblesse musculaire. Il y a des personnes qui prennent du poids, d'autres qui en perdent. Moi, j'ai perdu 10 kilos que je n'ai pas encore réussi à reprendre. Et donc, par exemple, je ne sais pas marcher plus que 15 minutes ou 20 minutes et uniquement sur du plat. Pour venir de la gare jusqu'à ici, il a fallu venir me chercher parce que ça monte. Donc, c'est très frustrant parce qu'à la base, je suis quelqu'un de plutôt physique. Je fais du monocycle, du VTT, du snowboard. Enfin, je suis quelqu'un de très actif. Et voilà, depuis 1 an, je n'ai pas pu reprendre le travail. Enfin, bientôt 1 an, alors que j'adore mon travail. Donc, j'avoue que c'est très frustrant. Dans les autres symptômes, il peut y avoir la perte de l'odorat. Moi, ça m'est arrivé. Et puis après, j'ai eu les odeurs fantômes. Une odeur très, très désagréable. Une odeur d'urine. C'est assez agréable au jour le jour. Heureusement, maintenant, ça s'est plus ou moins passé. Il y a aussi des troubles neuropsychologiques
Donc moi, par exemple, j'ai des problèmes de mémoire et des problèmes d'attention, surtout l'attention partagée. Donc là, par exemple, tout à l'heure, j'entendais le néerlandais et dans l'oreillette le français, et c'était très compliqué pour moi de suivre ce qui se disait. Mais je suis loin d'être la seule, quoi. Beaucoup de personnes ont ces symptômes-là, je suis suivie, moi, pour ça. Il y a donc des problèmes ORL aussi pour certains, des douleurs neuropathiques, donc vraiment dans tout le corps, des maux de tête terribles. Bon, tout ça, c'est pas pour moi, j'ai pas tout non plus. mais voilà, en tout cas, c'est vraiment... Et j'oublie plein de symptômes. Il y a des gens qui perdent complètement la voix aussi. Donc je connais une personne, elle arrive à parler pendant un jour, parfois un demi-jour, et puis pendant 4 jours, elle doit parler tout bas parce que c'est impossible de sortir. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de symptômes qui sont relativement handicapants, qui nous empêchent de reprendre une vie normale, qui empêchent une partie des gens de travailler. Et ce que j'entends le plus souvent de la part des patients, c'est qu'ils disent tous « j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans, j'ai l'impression d'avoir 80 ans ». Moi, quand je vais faire les courses, c'est la seule chose que je fais. Là, aujourd'hui, c'est une grande exception, je suis venue ici, mais sinon, je ne sors plus de chez moi. Mais quand je vais faire les courses une fois par semaine, je marche moins vite que les personnes âgées avec des cannes. C'est quand même assez frustrant. C'est la vie, mais c'est frustrant. Donc, voilà. C'est un petit peu... En fait, je pense que tous les patients ont envie de retrouver leur vie, de retrouver une activité physique normale, de retrouver un peu une vie sociale aussi, dans le respect des mesures évidemment, mais nous, on n'a même pas ce que les gens ont. Moi, je ne vois pas une seule personne, parce que j'ai peur de le rattraper, parce que tout ça, ça marque aussi, donc ça rend un petit peu parano, il faut reconnaître. Donc, ben voilà, c'est vraiment compliqué. Alors, à la base, c'est vrai qu'on est très isolé parce qu'au début, comme on ne parle pas du Covid long, moi je suis de la première vague, on en parlait encore moins. On se retrouve tout seul à se demander pourquoi on continue à garder des symptômes. J'ai eu la chance d'avoir un médecin généraliste qui avait entendu parler de ça et donc qui m'en a parlé directement. Mais après, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, qui croyaient qu'ils faisaient une dépression ou qui devenaient fous. Et l'entourage, alors aussi autour, n'était pas toujours très compréhensif. Et donc, c'est vrai que moi, grâce au groupe qui s'appelle Les Oubliés du Covid long Belgique, ça c'est le groupe francophone, mais il y a l'équivalent où est Anne qui vient de témoigner. Mais grâce à ce groupe-là, j'ai pu trouver plein d'autres personnes qui souffraient de la même chose que moi. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'ampleur de la situation. Moi, je connaissais mes symptômes, mais il y en avait plein d'autres. Et il y avait aussi des réalités encore bien plus difficiles que moi, notamment financièrement, mais ça, j'y viendrai après. Mais donc, quand j'ai vu le nombre de personnes concernées et le fait que les mois passaient, évidemment, au mois de mars-avril, c'est normal qu'on ne faisait rien parce qu'on découvrait le Covid long. Mais alors, je vois juin passer, juillet, et je vois que rien ne bouge. Ben, pour moi, c'était insupportable parce que c'était plein de personnes en souffrance. Donc, j'ai commencé à alerter les médias, j'ai commencé à contacter des députés qui ont été vraiment réceptifs. Mais voilà, je pense que sans le groupe Facebook, il y a beaucoup de personnes qui seraient vraiment très mal. Et malheureusement, tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'aime pas spécialement Internet et tout le monde n'est pas sur Facebook ou sur les autres groupes les autres réseaux sociaux que je ne connais pas. Et donc, il y a des gens qui sont vraiment isolés et qui m'ont contacté parce qu'ils m'ont vu au journal, par exemple, mais genre en octobre ou encore récemment, parce que c'était sur BX1, c'était ce mois-ci, je pense, qui me contactent en disant « Ah, mais alors, c'est ça que j'ai... » Mais c'est grave qu'un an après, des gens se rendent compte que c'est ça qu'ils ont. Alors, moi, ça me choque parce qu'on parle officiellement des morts, on parle officiellement des gens qui vont faire une grippe, une bonne grippe, ça je peux le dire, hein, c'est pas marrant, mais qui vont se remettre après. Donc en gros, si on a plus de 70 ans, il faut faire attention. Si on a des comorbidités, il faut faire attention parce qu'on risque de mourir ou d'aller en tout cas au moins aux soins intensifs. Et pour les autres, vous ferez une grippe, ça ira, ou alors vous aurez la chance carrément d'être asymptomatique, et ça c'est merveilleux. Mais le Covid long, il n'existe nulle part officiellement, on n'en parle nulle part. Donc ça vraiment, je pense que je ne vais pas du tout dans l'ordre de ce que je vais dire, mais c'est vraiment très très important. Et il y a des gens qui se retrouvent vraiment dans une situation, même par rapport à leurs proches, comme on n'en parle pas officiellement, parfois ils ne sont pas crus par certains de leurs proches.
Je rassure mes proches, moi, ils ont tous été très, très, très à l'écoute et très soutenants. Mais il y a des personnes pour qui ce n'est pas le cas. Et je vous assure que si vous avez des membres de votre famille qui ne vous croient pas, j'ose pas imaginer le mal que ça peut faire psychologiquement. Donc voilà, je vais essayer de retrouver où j'en étais. Ça se fait. Donc en fait, en gros, on a vraiment besoin d'être reconnu. Après, reconnu comment, c'est pas à moi à le dire, c'est pas mon travail, je suis pas dans le médical et je suis pas dans le politique. Mais on a vraiment besoin d'être reconnu pour plusieurs raisons. Et je vais plus insister là-dessus parce que Anne l'a dit, mais je rappelle quand même que l'OMS, pour la 3e fois, vient d'exhorter à nouveau les États à reconnaître le Covid long comme une urgence. Monsieur Klug a dit, et je le cite, que le Covid long est une priorité claire et de la plus haute importance. Cela doit l'être pour toutes les autorités sanitaires et il déplore l'incrédulité ou le manque de compréhension auquel les patients font face. Et vraiment, ce qu'il dit, c'est tout à fait ça. Donc, il est vraiment grand temps de se pencher là-dessus. Les pays autour de nous commencent à se bouger, mais nous aussi, puisqu'on est là, donc c'est pas pour rien. Mais par exemple, en France, il y a Madame Miralles, mais qui souffrait elle-même, donc qui est députée et qui souffrait elle-même du Covid long. Du coup, elle a proposé une proposition de résolution qui a mis le temps à passer aussi, mais qui est passée là maintenant récemment à l'unanimité. Il y a aussi la Haute Autorité de la Santé qui a présenté comment on dit ça ? J'ai des problèmes neuro, des lignes directrices. Voilà, des lignes directrices pour expliquer au corps médical quels sont les symptômes et comment intervenir au mieux pour soigner les personnes souffrant de Covid long. C'est un début, c'est pas encore suffisant, mais c'est un début, donc au moins ça bouge. En Angleterre, on sait déjà qu'il y a des centres Covid long qui ont ouvert un petit peu partout. Même en Suède, ils commencent à ouvrir des centres Covid long comme ça. Donc voilà, je pense que chez nous, il est grand temps de faire quelque chose. Et donc, pourquoi on a besoin d'être reconnu ? La première raison, évidemment, c'est le suivi médical. Parce que pour le moment, le suivi médical, c'est l'errance absolue. Contrairement à ce que j'ai pu entendre dans les débats du 12 janvier, où M. Baclaine a dit qu'on était extrêmement bien suivi par le corps médical et que le corps médical savait absolument comment nous venir en aide, ce n'est pas le cas. Et ici, je ne vise pas le corps médical en disant que c'est eux qui ont tort. Ils ne savent pas parce que c'est une maladie nouvelle et qu'ils n'ont pas d'instruction. Donc je pense vraiment qu'il y a une conscientisation du milieu médical qui doit être faite en premier lieu, notamment la première ligne qui est les médecins généralistes. Il faut absolument qu'ils soient conscients de ce que c'est le Covid long, quels sont les symptômes, qu'est-ce qui doit les alarmer, et en fonction, alors qu'ils nous redirigent vers, si Dieu existe, des structures pour Covid long qui pourraient alors vraiment nous prendre en charge. Et alors ces structures qui pourraient être peut-être intégrées aux structures de post-Covid existantes déjà. On n'est pas obligé de créer quelque chose s'il y a déjà des choses en place, mais pour le moment, toutes ces structures-là, elles n'acceptent pas les Covid longs, elles acceptent les personnes qui ont été hospitalisées. Donc, ce qui serait bien, c'est que au moins dans chaque province, et parfois les provinces sont grandes, donc peut-être un peu plus, il y ait des endroits où on reçoit les Covid longs et où on ait un suivi centralisé. J'insiste vraiment sur le fait que ce soit centralisé, qu'il y ait un spécialiste qui nous reçoit ou un médecin, je ne sais pas, ça c'est pas mon rôle, mais une personne qui nous reçoit, qui analyse notre situation, qui voit les symptômes qu'on a, qui voit les risques qu'on a à développer des pathologies particulières, comme par exemple une embolie pulmonaire. Moi, on a cru que j'en faisais une et il a fallu le vérifier. Mais voilà, qu'on fasse les examens qu'il faut, qu'on voit les pneumologues, cardiologues, enfin, en fonction des problématiques. Tout le monde ne doit pas voir tous les spécialistes. Et je pense que pour le moment, ce qui se passe, c'est que comme on est tout seul à gérer notre situation avec notre médecin traitant s'il est collaborant, on fait plein d'examens en fait, mais si ça tombe, on en fait trop. Donc je ne sais pas si c'est vraiment intelligent de continuer comme ça. Là, il y aurait un médecin qui déciderait de ce qu'on doit faire, et puis en fonction des résultats de chacun de ces examens et de chacune de ces visites, il verrait alors ce qu'on peut mettre en place pour nous venir en aide. Il va de soi que je sais qu'il n'y a pas de traitement, mais il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place pour essayer de réduire certains symptômes et pour essayer de faire en sorte qu'on guérisse plus vite. En tout cas, qu'on se remette plus vite de certaines choses. Par exemple, moi, en été, j'aurais dû faire de la kiné respiratoire parce que j'étais très, très essoufflée. Je le suis encore maintenant, mais c'est à l'effort et au fur et à mesure où je parle, ça va s'entendre de plus en plus.
Mais je n'ai pas eu droit à cette kiné respiratoire parce que je n'ai pas été hospitalisée. Et dans le cas où on n'a pas été hospitalisé, il y a des scores qu'on reçoit chez chez le pneumologue. Je ne sais pas à quoi ils correspondent, mais il y a 2 scores et il faut qu'un des deux soit en dessous de 50%. Moi, j'étais à 60% aux 2. Mais ce n'est pas terrible, 60%. J'étais dans une situation vraiment de détresse respiratoire et normalement, j'estime que j'aurais eu droit et mon médecin estime la même chose, mais j'y ai pas eu droit. Donc voilà. Et puis, un peu plus tard, il a voulu que je fasse de la rééducation fonctionnelle dans un centre de rééducation fonctionnelle. Ça existe, en tout cas à Verviers, il y en a un. Mais je n'ai pas droit non plus, parce que moi, j'ai droit à 18 séances de kiné, comme n'importe qui. Et je trouve ça absolument pas normal quand on sait que je ne sais pas marcher plus de 15 minutes sans être fatiguée, que parfois je fais les courses et puis je dois rester une demi-heure assise dans la voiture avant de redémarrer parce que je suis crevée et parce que j'ai mal aux muscles, j'ai mal partout. Enfin, voilà, et alors si nous, de notre côté, on essaye de faire nous-mêmes, moi maintenant je fais 15 minutes de marche par jour, si on fait trop, après on le paye. Donc on a vraiment besoin d'être encadré par des kinés qui connaissent un peu plus la problématique et qui vont faire en sorte qu'on n'en fasse ni trop peu ni trop, qui vont peut-être prendre notre pouls et enfin, nous mettre un oxymètre pour l'oxygénation, c'est ça, etc., pour surveiller nos paramètres et voir qu'on n'en fait pas trop. Ça, on ne sait pas faire ça nous-mêmes. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la revalidation en particulier, il y a vraiment une très très grosse lacune. Voilà, voilà. Là, ça c'est fait. Je voulais parler aussi, mais Anne l'a fait, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais sur le fait que c'est vraiment important d'établir le diagnostic sur le tableau clinique quand il n'y a pas de test, parce que le test peut être fait à un mauvais moment et être négatif. Tout le monde ne développe pas de l'immunité. On sait comment ça s'est passé la première vague, je ne vais pas le répéter, mais donc voilà, tout le monde n'a pas un test ou un scanner probant, tout le monde ne fait pas un Covid des poumons, donc tout le monde n'a pas les problèmes aux poumons. Bon, moi, j'étais toujours positive au PCR 3 mois plus tard, donc j'ai eu de la chance, j'ai tout ce qu'il faut, donc on me prend plus au sérieux. Le problème, c'est que les personnes actuellement qui n'ont pas un test ou l'un ou l'autre de positif, déjà au niveau médical, ils sont souvent moins pris au sérieux par la force des choses. Et ça arrive encore très fréquemment qu'un médecin généraliste renvoie un patient chez lui avec une boîte d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. Mais c'est dramatique parce que c'est des personnes qui sont réellement malades et puis qui vont peut-être finalement penser qu'elles sont dépressives. Heureusement qu'il y a les groupes et que beaucoup de gens sont quand même dessus. Mais c'est vraiment amener la personne dans un cercle vicieux parce que dépressive, elle va le devenir avec des réactions comme ça de la part du médecin. Donc, mais encore une fois, c'est pas tous les médecins. Hein. Moi, par exemple, mon généraliste a été fabuleux. Donc, mais il y en a beaucoup et je lis beaucoup de témoignages comme ça et je reçois en message privé des gens qui me parlent de suicide. Enfin, en fait, j'avais très peur de venir témoigner aujourd'hui parce que je ne suis pas du tout habituée à faire ça, mais d'un autre côté, je ne pouvais pas me taire parce que je suis en train de voir une situation humaine totalement désastreuse, quoi, sur le plan psychologique et sur le plan financier, et le suivi médical, c'est une catastrophe. Et donc j'en viens donc aux conséquences psychologiques. C'est vrai que le Covid long a des conséquences, donc ce n'est pas la cause, mais ce sont des conséquences psychologiques qui peuvent être importantes, et elles sont dues à 4 facteurs selon moi essentiellement. Il y a eu d'abord la peur de mourir au début, pas pour tout le monde, mais ceux qui ont fait un Covid suffisamment sérieux, c'est mon cas par exemple, et en plus des résidents décédés en même temps que moi dans le même hôpital, des résidents de mon centre, donc c'était pas très facile à gérer et forcément ça amène beaucoup d'anxiété par la suite. Mais quand on ne sait plus respirer, qu'on arrive à l'hôpital, etc., on se demande si on en ressortira. C'est vraiment difficile. Et après, en plus, quand on est renvoyé chez soi parce que la SAT est suffisamment bonne, eh bien, on doit continuer à étouffer chez soi et donc on se sent encore plus en insécurité. Donc je pense que ceux qui sont hospitalisés ont souffert aussi psychologiquement de la même manière, mais voilà, c'est vraiment difficile. Ensuite, la maladie dure longtemps, il y a des douleurs chroniques pendant... pour certains, on va arriver à 1 an de douleurs chroniques, donc ça use aussi beaucoup psychologiquement. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, on ne sait pas si on va garder des séquelles. Donc je pense que tout ça amène évidemment une certaine anxiété
où ça peut amener des personnes à aller vers la dépression, voire avoir des idées suicidaires. Et alors j'ajouterai le point, je suis désolée, mais le manque de reconnaissance de la part du gouvernement, ça amène encore plus cette frustration. Cette non-reconnaissance, c'est vraiment un signe très très négatif de la part du gouvernement. Il faut savoir qu'en psychologie, c'est ma formation, le déni, c'est la façon de réagir face à quelqu'un la pire. On peut réagir avec colère, c'est mieux que par déni. Le déni, c'est vraiment nier l'autre n'existe pas. Et en fait, c'est ce qu'on ressent depuis le début. Donc moi, depuis la première vague, depuis presque 1 an, c'est le déni total. Donc, enfin, pas total, parce qu'il y a des députés, encore une fois, qui ont accepté de prendre ce projet, etc. Mais de la part du gouvernement, on aimerait bien, une fois, entendre, quand on cite le nombre de décès, le nombre de nouveaux malades, de nouvelles contaminations, d'hospitalisations, on aimerait bien entendre parler du Covid long. On aimerait bien que ce soit dit officiellement à la télé par les personnes responsables, parce que comme ça, déjà, nous, on se sentirait entendus, on se sentirait exister, et en plus, on ne se sentirait pas rejeté par la société. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, on reçoit parfois des réactions de la part des gens qui sont vraiment très négatives. Moi, particulièrement, je me suis montrée beaucoup, je suis passée dans les médias, mais je n'oserais même pas répéter ce que j'ai lu comme commentaires sur Facebook. Enfin, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, je les ai lus le premier jour, une vidéo sur View s'est passée, j'ai lu le premier jour et puis j'ai arrêté parce que ça ne sert à rien, ça ne va pas m'aider et de toute façon, ils sont idiots, donc voilà. Mais j'ai les épaules assez solides pour le supporter. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas les épaules assez solides pour le supporter. Même moi, ça m'a fait mal, mais j'ose pas imaginer les personnes qui ne sont pas suffisamment fortes que pour après relativiser. Et sur le moment, ça fait mal et puis après, on relativise. Moi, j'ai le Covid long, c'est pas ma faute, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Mais c'est difficile. Et en plus, quand ce genre de choses vient des proches, alors là, c'est très difficile de relativiser, même pour quelqu'un de solide. C'est pas mon cas, encore une fois, mais voilà. Donc je pense que parler publiquement, ça pourrait vraiment aider beaucoup de personnes aussi au niveau psychologique. Et enfin, le fait d'en parler publiquement, je pense que ça aurait un impact en termes de prévention. Et je ne comprends même pas que ce ne soit pas fait, ne fût-ce que pour cette raison-là. Parce que parler du Covid long, ça veut dire expliquer à des gens qui se croient invincibles face au Covid qu'ils ont une chance sur 10 de devenir Covid long s'ils l'attrapent. Parce que ce n'est pas les gens de plus de 80 ans qui font le Covid long. Il y en a peut-être 1 sur des millions, mais en gros, c'est les jeunes et puis les personnes jusque 50, 55 ans. C'est une moyenne, évidemment, il y en a au-dessus, mais voilà. Donc, en fait, c'est tout le monde. Et ce ne sont pas du tout toutes des personnes avec des comorbidités, loin de là. Moi, je n'ai pas de comorbidité, j'étais plutôt sportive et j'entends beaucoup de personnes qui ont le même profil que moi. Je suis dans l'âge vraiment type de la maladie, j'ai 38 ans, j'ai une vie saine, je mange bien, donc vous voyez, je ne suis pas en obésité et encore moins depuis mon Covid, malheureusement. mais donc voilà, ça peut toucher tout le monde et je pense que c'est vraiment très très important au niveau de la prévention qu'on le dise parce que du coup, je pense qu'il y a pas tout le monde, on sait bien qu'il y a plein de gens qui disent que le Covid n'existe pas, les complotistes et tout ça, ceux-là on ne les compte pas, mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient se dire finalement ça peut m'arriver, donc je vais un petit peu plus respecter les gestes barrières. Ces jours-ci, je suis sortie faire les courses hier, la moitié des gens ne portaient plus de masque, ça m'a vraiment étonnée, comme je ne sors pas souvent, j'ai vraiment vu la différence avec 10 jours avant où j'étais sortie et où tout le monde le portait. Donc c'est peut-être le moment d'enfoncer le clou en expliquant que ça peut leur arriver. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un relâchement. Mais ça, c'est juste une impression personnelle. Hein. Je n'ai pas fait d'études sur le sujet. Et mon dernier point, si je peux encore, ce sont les conséquences économiques. Je ne vais pas les développer longuement parce que la Luce, qui parlera après-midi, va développer vraiment tous les points qui nous coûtent cher pour nous. Mais en tout cas, il faut savoir qu'on a vraiment beaucoup de frais, que ce soit en matériel, en visite médicale. Enfin voilà, donc la Luce expliquera ça. Mais ce qui me préoccupe beaucoup, surtout depuis hier matin, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui sont en train de sombrer dans la précarité. Donc hier matin, j'ai appris que les personnes qui vont arriver en invalidité, ça va être mon cas, mais c'est le cas d'une autre personne qui a déjà reçu la somme qu'elle va recevoir, donc ce qu'elle va gagner. Et en fait, c'est 40% de son salaire. Alors, déjà 60%, ce qu'on reçoit maintenant de la mutuelle, après 6 mois sur la mutuelle,
c'est pas beaucoup et c'est difficile de gérer tous les frais médicaux avec aussi peu. Moi, je vis en couple, on a 2 revenus, donc je m'en sors, mais les personnes qui vivent seules, encore plus qui ont des enfants à charge, et qui vont se retrouver avec 40% de salaire, mais je ne sais pas comment ils vont faire pour payer leurs factures. Ça veut dire que déjà pour le moment, il y a des personnes qui choisissent entre se soigner ou nourrir leur famille, payer leurs factures. Donc c'est vraiment... Parce qu'il y a des gens, ils expliquent ce qu'ils ont, et alors moi je leur conseille, tu devrais aller voir tel spécialiste, et la réponse c'est, je ne saurais pas. Je ne saurais pas parce que là j'ai payé toutes mes factures et je suis déjà en négatif. Et donc ça va être encore pire maintenant avec l'invalidité qui arrive. La personne là qui m'a dit qu'elle allait toucher que 40%, elle est isolée et elle a des enfants, dont une qui est à l'université. Bon, je ne sais pas comment elle va payer les frais d'université. D'autant qu'en parlant des frais d'université, comme elle a été malade toute l'année, l'année prochaine, elle n'aura pas droit à la bourse pour sa fille. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne connais pas ce mécanisme, c'est elle qui me l'a expliqué, mais je ne sais pas comment elle va se débrouiller, franchement. Et c'est vraiment loin, loin d'être un cas isolé. Donc voilà, je voulais vraiment attirer l'attention sur ce risque de précarité parce que ça me semble vraiment essentiel. Et puis pour clôturer, j'ai envie de dire que je ne sais pas si c'est un bon calcul du gouvernement d'avoir laissé couler ça aussi longtemps. Parce que j'ai l'impression que le gouvernement a créé, en ne réagissant pas, des malades de très longue durée. On ne s'est pas occupé de symptômes sur lesquels on aurait pu travailler, comme tout ce qui est pulmonaire, tout ce qui est kiné. Donc nous, on traîne avec ça, on s'encroute là-dedans, ça devient chronique, et on n'est pas prêt de reprendre le travail. Or, on est des personnes actives pour la plupart. Si on voit les tranches d'âge, voilà, on est des personnes qui travaillons, donc qui rapportons à l'État. Et là, pour le moment, on coûte à l'État. Mais en plus, on n'est pas 3 personnes. Là, j'ai vu les chiffres tout à l'heure, maintenant, c'est Scientiano qui recense le nombre. Il parle de plus de 800 000 cas de Covid. Donc si on compte même au minimum, quand on lit les recherches, le minimum des Covid longs, c'est 10%. Mais ça fait 80 000 personnes en Belgique qui souffrent de Covid long au minimum. Donc ça fait... il y en a qui ont pu reprendre le travail, il y en a qui sont forcés d'avoir repris le travail à cause de la situation de précarité. Mais ça fait quand même énormément de personnes qui dépendent pour le moment de la mutuelle et puis bientôt de l'INAMI. Mais je ne sais pas, ça va être une conséquence financière pour l'État vraiment très, très, très difficile. Et donc, je me dis qu'il est vraiment temps de prendre ça à bras-le-corps parce que plus on attend, plus on reporte l'échéance et plus ce coût va augmenter. Donc voilà. Moi, en tout cas, si j'avais eu droit aux revalidations dont j'ai parlé, je pense que j'aurais repris le travail maintenant. Et voilà, je ne suis pas du tout la seule dans le cas, c'est des milliers de personnes, donc il faut que le gouvernement fasse le calcul, mais ce serait dans l'intérêt de l'État de bouger sur ce problème, je pense. Mais voilà, en tout cas, on a vraiment, vraiment besoin d'aide. J'en ai marre, moi, d'entendre des gens qui viennent me parler d'idées suicidaires, qui viennent me dire qu'elles ne peuvent pas se soigner parce qu'il faut faire les courses, ou qu'elles ne peuvent même plus faire les courses parce qu'elles viennent de payer la facture d'électricité et qu'elles avaient eu trop de frais médicaux en retard. Enfin, voilà, vraiment, moi, je suis en souffrance plus de voir ça encore que de mon état à moi. Je pense que quand une décision sera prise, j'irai déjà mieux en fait, je n'ai même plus l'impression de me battre juste pour moi, j'ai l'impression de me battre encore plus pour les autres parce que c'est insupportable de voir ça. Donc, merci de m'avoir écouté et merci de répondre à nos appels au secours. Merci, Madame Spiet. Oui, nous avons tous écouté. Je pense que effectivement, votre appel aussi est clair. Vous aurez aussi la parole en fin de journée, de toute façon aussi. Je pense que le fait qu'on organise ces auditions sont déjà aussi une forme de reconnaissance par ce Parlement et qu'il faut effectivement, enfin une volonté en tout cas, de prendre les choses en main. Voilà, les différents groupes politiques s'exprimant par ailleurs aussi. Après les orateurs...